Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Après ce long hiver, c'est vraiment délicieux de sentir la douceur de l'air, de voir les jours allongés. Le printemps est tout proche, apportant avec lui beaucoup de promesses, ça fait du bien. Alors nous sommes ensemble maintenant et en direct comme tous les soirs sur Europe 1. La nuit est à vous jusqu'à 1h. Profitez-en pour me parler de vous en appelant le 39 21 où vous attendent Jeanne et Paul, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment intervenir, nous faire part de vos réactions, de vos commentaires par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou également nous rejoindre au 39 21 si vous souhaitez dialoguer avec nous. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Maxime. Bonsoir. C'est un honneur de vous parler. Ça fait des années en fait que je vous écoute, donc je suis un petit peu intimidé. Mais des années, et pourtant on me dit que vous avez 17 ans. Donc vous avez commencé très tôt ? Ouais, j'ai commencé assez tôt. En fait, je vous écoutais, j'ai commencé il y a peut-être 2 ans. J'écoutais ça en fait, pas le soir, mais j'écoutais ça sur la plage en fait l'après-midi en podcast. Donc, d'accord. Oui, voilà. C'est amusant de voir à 15 ans de s'intéresser comme ça aux histoires, qui sont des histoires d'adultes, de couples, de famille, de travail. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces échanges? Je sais pas, c'est vrai que moi je regardais depuis tout petit, je regardais déjà les émissions de Jean-Luc Delarue sur France 2. Ah oui. Et du coup d'avoir trouvé un petit peu une émission de témoignage à la radio comme ça, c'est vrai que ça me plaisait bien. D'accord. Bon, vous êtes en vacances là? Oui, je suis en vacances, il reste encore une semaine. Donc, Bon, c'est bien. Alors aujourd'hui, vous avez fait quelque chose de particulier, je crois? Oui, alors aujourd'hui, en fait, avec une amie, on en rêvait, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui fantasment un petit peu là-dessus, sur le fait d'aller voir une voyante, d'avoir un recours à la voyance. Donc, ce matin, je me suis rendu chez une voyante. Oui. Et donc, j'y allais un petit peu comme ça, sans idée précise de ce que j'avais à demander. Et puis, juste histoire de voir ce que c'était. Par curiosité, vous aviez une envie de voir ce qu'elle allait vous dire. Voilà, de voir si ça marchait. Les cartes, tirer les cartes. On voit souvent ça à la télévision, tout ça. Donc, les tarots? Elle vous a tiré les tarots de Marseille? Oui, il y avait des cartes un petit peu bizarres. Je saurais pas dire quel nom c'était. Elle a tiré 2-3 jeux de cartes. Et elle avait également un pendule aussi où elle posait des questions. Donc c'était un petit peu intimidant. Et puis bien sûr, elle a révélé des choses. Déjà, elle a dit pas mal de choses sur mon passé, mon présent, donc des choses qui s'avéraient vraies. Donc c'est vrai qu'après, du coup, je me suis posé la question de si le futur était vrai aussi, parce que quand la personne arrive à sentir des choses sur notre vie présente, on se dit que peut-être qu'elle a raison sur le futur. Et justement, c'est là que ça m'a, après coup, après réflexion, ça va commencer un petit peu à me poser problème. Oui. Puisqu'en fait, elle a comment... c'est ça que j'ai 17 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Et j'ai l'impression, en fait, d'avoir perdu un petit peu, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais d'avoir perdu un peu, l'innocence, vous savez... comme on ne sait pas de quoi demain est fait, on peut avoir des rêves, rêver à votre avenir, enfin. Oui, rêver à notre avenir. Et c'est vrai que d'avoir comme ça une voyante qui, très, très compétente, je ne remets pas en cause, elle fait son métier, et puis, personne ne m'a forcé à aller là-bas. Mais de voir quelqu'un comme ça nous dire notre avenir, et puis, du coup, peut-être, fermer des portes, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on m'a fermé énormément de portes. Oui. Notamment, elle m'a parlé de ma future vie professionnelle, de mes études, de ma future vie amoureuse et tout ça. Et c'est vrai qu'au début, sur le coup, on en rigole, mais c'est vrai qu'après réflexion, c'est vrai que je me suis trouvé pas très très bien, et c'est vrai que je suis un petit peu perturbé, depuis. Oui, parce qu'elle vous a donné des choses, elle vous a dit des choses très précises sur votre avenir, ce qu'elle voyait, soi-disant. Voilà, elle m'a dit, donc c'est vrai que l'année prochaine je pense faire du droit, et elle m'a dit qu'elle me voyait plutôt dans le commerce. C'est pas quelque chose qui me déplaît, mais c'est vrai qu'elle m'a dit que j'allais sans doute regretter
mon choix d'orientation scolaire, donc post-bac. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça apporte des inquiétudes. Je me demande si est-ce que c'est vraiment un bon choix de faire du droit ou est-ce qu'il faudrait pas mieux que je tente du commerce directement. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que ça pose des problèmes. Enfin, je sais pas trop. En fait, je suis un petit peu perdu. Et voilà, c'est. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, une voyante qui voit arriver un jeune homme ou une jeune femme qui est encore lycéen et qui lui dire que peut-être qu'il va regretter ses choix scolaires, c'est quelque chose d'assez convenu. Qu'on peut dire à vous, qu'on pourrait dire à d'autres, parce qu'on sait bien que c'est une période de la vie assez difficile où on se cherche dans ses projets. Alors il y a ceux qui, et c'est une chance pour eux, qui savent vraiment assez tôt ce qu'ils veulent faire et qui n'en démordent pas et qui sont vraiment, il y a presque une passion qui les anime. Bon, et ça du coup c'est une force. Mais la plus grande majorité quand on est jeune, on se questionne beaucoup. Alors, il faut bien, tel que le système scolaire est fait, choisir, et c'est très compliqué à cet âge-là, en plus de choisir pour ce qui sera sa vie future. Donc, on est plein de doutes. Donc, voyez-vous dire que vous allez douter, que vous allez même peut-être regretter votre choix scolaire. Elle se présente comme ayant une affirmation comme si elle affirmait qu'elle était certaine de ça, mais en même temps, c'est hyper commun de dire ça, surtout à des jeunes. Voilà, mais c'est vrai qu'après, le fait que ce soit dit de la part d'une voyante, d'une personne qui est censée quand même dire l'avenir. Et puis, surtout aussi, il faudrait que je voudrais rajouter, en fait, j'ai déjà, actuellement, je suis en terminale S, mais c'est un peu une orientation. J'ai déjà fait une petite erreur dans mon orientation. Donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte que ça se termine, j'ai vraiment hâte d'avoir mon bac et de passer à autre chose. Mais écoutez, même si vous avez fait une petite erreur dans votre orientation, comme vous dites, la terminale S, on sait que c'est la voie royale par excellence. C'est comme ça, on peut le déplorer, parce qu'après tout, il n'y a pas que cette filière-là, mais on sait bien que c'est la filière royale pour pouvoir après faire à la limite tout ce que l'on veut. Ça ouvre toutes les portes. Donc vous voyez, déjà, elle a tout faux sur ce point-là, parce que ça ouvre toutes les portes. Oui, c'est clair, mais disons que c'est vrai que moi je me plais pas. Moi c'est surtout que je me plais pas en fait. Voilà, je veux dire les matières, ça c'est des choses qui je le vis pas. Je veux dire. Et pourquoi vous voulez faire du droit? Je veux faire du droit un petit peu en fait. C'est un petit peu. J'ai pas là, c'est un choix par défaut, mais c'est juste que tout ce milieu m'a toujours intéressé. Mm-hmm. Et puis du coup c'est vrai. J'avais pensé au commerce aussi avant. Mais c'est vrai que, comme j'ai pas un très très bon dossier, c'est un petit peu compliqué pour entrer dans les écoles de commerce, surtout juste après le bac comme ça. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai un petit peu, j'aimerais bien un peu me stabiliser et enfin trouver quelque chose qui me plaise plutôt. Et c'est vrai que du coup, qu'elle me dise que je vais encore sans doute faire un choix, mais qui sera pas encore un choix définitif, et que je vais devoir encore changer, ou que je vais subir quelque chose. Mais c'est évident de dire ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça concerne, je vous dis, vous l'avez pris en pleine figure, mais ça concerne des tas de gens. D'ailleurs, même aujourd'hui, on sait bien qu'on est dans une filière et qu'au cours de notre vie, on va être souvent amené à changer plusieurs fois de métier. Donc elle n'invente rien en vous disant ça. Et surtout que ça touche à vos inquiétudes, forcément. Elle vous parle de votre avenir, que peut-être vous allez faire un mauvais choix. Et alors, c'est pas bien grave. De toute façon, quand bien même ça serait le cas, quand bien même vous vous rendriez compte que vous choisissez quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, on peut toujours changer de direction. Rien n'est jamais figé. C'est sûr. Mais en fait, moi, ce qui a un grand impact sur moi, c'est que, on se doute toujours que peut-être que, on n'aura pas fait un bon choix. On espère toujours faire le bon choix du premier coup. Nous savons, je sais très bien que, ça n'arrive pas à tous les coups. Mais le fait que ce soit, parce que je crois pas à la lettre, ce qu'elle me dit. Mais non. C'est ça. Bon, là, vous êtes un peu. C'est comme si votre. Ça y est, elle avait le pouvoir que vous lui donnez. Parce que vous dites, c'est quelqu'un qui est censé connaître l'avenir. Oui, sinon elle ne ferait pas ce métier. C'est le pouvoir qu'elle se donne et qu'on leur attribue. Sinon, on n'irait pas les voir.
Oui, c'est clair. Mais donc, si vous voulez, alors après, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit sur votre passé, sur votre présent, qui vous a, en fait, disons qui vous a fait que vous avez cru du coup en ses projections quant à l'avenir. Oui, voilà, c'est surtout ça. Parlons-en, puisque qu'est-ce qui vous a tellement troublé pour qu'après vous la créditiez, voyez, d'une telle légitimité dans ce qu'elle vous disait sur votre avenir. Disons qu'elle m'a, c'est pas des choses graves qu'elle a pu me dire, mais c'est des choses, c'est vrai que je vis au quotidien. Elle m'a parlé des conflits que je peux avoir avec les gens du lycée. Donc c'est vrai que c'est un truc, je veux dire, tous les jeunes ont des conflits, mais c'est vrai que moi j'en ai particulièrement, et puis surtout ces temps-ci, elle a su me dire très précisément avec quel genre de personnes j'en avais. Elle a également su me dire pas mal de choses sur des gens de ma famille, vraiment des choses vraies, quoi. Mais quoi, par exemple, vous pouvez me donner un exemple sans dévoiler les personnes de votre famille, mais qu'est-ce qu'elle a pu vous dire de vrai qui a fait écho chez vous? Elle a pu dire que c'est vrai qu'il y a une personne de ma famille qui il y a des soucis en fait dans ma famille, je veux dire, c'est pas des choses très très graves, mais moi je trouve pas que c'est grave en tout cas, mais après je pense que pour les adultes en question, il y a des conflits quand même assez sévères et qui durent depuis déjà pas mal de mois, pas mal d'années. Et donc là elle a vu très précisément les causes des personnes impliquées, les répercussions, tout ça. Donc c'est vrai que du coup ça pour moi ça a tout de suite fait tilt, elle disait la vérité en fait. Oui, vous avez peut-être, à votre insu, donné des éléments qui lui permettaient, ou dans votre mimique, dans vos comportements, dans votre façon d'acquiescer, qui fait qu'elle continue à aller plus loin dans votre façon de vous tenir, dans soit vous acquiescez, soit au contraire vous vous fermez. Une psychologue, elle doit avant tout être une voyante doit avant tout être bonne psychologue. Oui, c'est-à-dire cerner un peu la personne qu'elle a en face d'elle et lui dire souvent ce qu'elle a envie d'entendre, souvent la rassurer, ou au contraire. Mais si vous voulez, elle part de ce qu'on lui amène. Hein. Moi, écoutez, après, c'est mon point de vue, mais personnellement, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui prédisent l'avenir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'avenir n'est pas tracé. Il n'est pas écrit, votre avenir. C'est vous qui allez l'écrire. Donc, je ne vois pas comment on peut lire l'avenir, parce que c'est croire en un déterminisme. C'est croire qu'il y a des choses qui sont comme ça, toutes tracées, et qu'il y a un destin. Ouais, c'est vrai. Disons que moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est qu'en fait, vous dites, peut-être qu'elle a analysé après, c'est vrai, au fur et à mesure qu'elle a été un petit peu aidée par moi, consciemment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dès l'instant où je suis rentré dans la pièce, elle m'a clairement dit, oh là, il y a des conflits autour de toi. Elle m'a dit que les gens étaient très jaloux de moi. Mais en même temps, quand on voit un jeune homme de 17 ans, c'est pas banal déjà, aller consulter une voyante, qu'il y ait des conflits autour de vous. Oui. Quels sont les endroits où il n'y a pas de conflit finalement, et où un adolescent n'est pas lui-même en conflit avec certaines personnes de sa famille? C'est la caractéristique de cet âge-là. Donc ça a rien, vous voyez. Souvent, c'est des choses générales auxquelles, tout d'un coup, ils sentent qu'il y a une réceptivité, que la personne est très très sensible à ça, et du coup, elles alimentent en fonction de ce que vous allez dire. Mais bon, c'est pour ça aussi que ça marche. Oui, je comprends. Donc, je vois déjà des réactions. Alors, il y a Didier qui dit « Consulter des voyants est très addictif. J'en ai vécu une cruelle expérience, alors faites gaffe. » Didier qui dit « Combien vous a-t-elle pris pour la consultation ?» il y a Janou qui dit « J'ai attendu en vain les 3 enfants vus par une voyante. Résultat, rien. Et à 60 ans, c'est trop tard. » Quelqu'un dit « J'ai 17 ans et les indécisions et les doutes font partie forcément de ce que je ressens aussi. Il est facile de se laisser bercer par des paroles rassurantes pour ne plus avoir à choisir nous-mêmes notre voie. Donc l'important, c'est de croire en ses rêves et de se dire qu'on est le seul maître de son destin. Parce que vous voyez, c'est-à-dire qu'après, on peut se conditionner. Et c'est normal parce que de tout temps, l'avenir, ça a tout le temps inquiété les hommes. Hein. Donc les médiums, les liens, ça a toujours existé. Et il y a un retour en force aujourd'hui
de tout ça. Et c'est pas étonnant parce que, mais bien sûr, on est dans une période assez angoissante où il y a une perte de repères, où beaucoup de gens sont déboussolés. Donc, le côté obscurantiste ressort, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir quand le présent est très incertain, on a envie de se projeter dans l'avenir. Est-ce que l'avenir sera meilleur ? Bon, mais de tout temps, je veux dire, avant une bataille, on lisait dans les entrailles d'oiseaux, enfin bon, vous voyez, on regardait le ciel. Mais oui, ça a toujours existé. Donc c'est très humain de vouloir se rassurer. Le problème, c'est qu'après, ça peut conditionner. Donc, vous prenez, pourquoi pas, mais vous prenez ce qui est bon. Là, quand vous me dites que vous avez le sentiment que ça vous ferme des portes, c'est quand même surréaliste, parce que les portes, c'est vous qui pouvez les ouvrir ou les fermer. C'est pas la voyante. Disons que moi, à la base, avant d'y aller, j'ai toujours cru plus ou moins au destin, moi. Et c'est vrai que du coup, pour le fait que qu'elle me dise vraiment ce qui est vraiment tracé. Du coup, j'ai peur, en fait, que même si j'essaie de décider par moi-même, qu'au final, ce soit le destin qui. Mais parce que si vous croyez en un destin, mais c'est vous qui allez écrire le scénario de votre vie, il n'est pas écrit à l'avance. Il est pas, il y a pas, vous voyez, il n'est pas écrit à l'avance. C'est vous, c'est vous qui allez écrire l'histoire. Et quand bien même, c'est ce que dit Force Lisa, vous pouvez faire du droit, puis bifurquer en école de commerce, de journalisme ou autre. Donc au diable la voyance. Enfin, franchement, si vous voulez, c'est un moment. Vous allez vous choisir, et c'est vrai que de toute façon, quand on fait des choix, à partir du moment où on fait un choix, on prend le risque de se tromper. Et alors, mais ça arrive à tout le monde. C'est quand on ne fait rien qu'on ne se trompe pas. Et si vous vous trompez, il est toujours possible de changer de voie à tout moment. Vous vous rendez compte, vous avez 17 ans, Maxime. Oui, c'est sûr. Mais en fait, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, en plus de l'aspect un peu étude, elle m'a aussi parlé, de la vie plus personnelle, notamment, ma future conquête de l'amour. Et c'est vrai que, elle m'a dit, elle m'a dit que j'allais mettre énormément de temps avant de trouver l'amour, que j'allais avoir des enfants, mais que j'allais vraiment me mettre en couple seulement que vers 35 ans. Donc, c'est-à-dire dans 18 ans. À la rigueur, c'est pas ça forcément qui m'a plus inquiété, mais disons que moi, c'est le fait en fait que, c'est vrai que je m'étais pas posé la question avant, mais maintenant qu'elle me parle de ça, en fait, je me sens pas encore suffisamment mûr, suffisamment mûr. Pourquoi ? Pour vous mettre en couple ? Pas spécialement, mais disons pour aborder, pour réfléchir vraiment à une vie de couple. Mais Maxime, heureusement. Même pour y penser, quoi. Mais voilà. Vous avez 17 ans, vous avez votre vie à construire avant. C'est normal. Enfin, vous me diriez, moi je me sens super mûre pour construire ma vie de couple. Enfin, et là encore, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Oh, ça va être très long pour trouver l'amour. Mais vous allez le trouver. Mais aux alentours de 35 ans, vous posez faire des enfants. Oui, si on regarde, vous voyez, elle prend pas trop de risques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes gens, les femmes ont leur enfant souvent aux alentours de 30 ans. Avant, c'était beaucoup plus tôt. Général, parce que maintenant, et l'homme est un petit peu plus âgé. Donc, vous voyez, moi aussi, je peux vous le dire. Et ça se trouve, vous allez rencontrer une jeune femme, je sais pas, dans un mois, dans 6 mois, avec qui, ou un jeune homme avec qui ça va être le coup de cœur, un coup de foudre, et vous allez vivre une très belle histoire d'amour. Donc, rien n'est écrit. Mais ce qu'elle dit, là encore une fois, c'est une généralité. Oui, aux alentours de 35 ans, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, le fait qu'on fasse des études un peu plus longues, on se pose vraiment dans sa vie personnelle aux alentours de 30 ans, un petit peu plus pour les hommes, et voilà. Bon, ça peut s'appliquer à d'autres. Parce que moi, je sais que déjà dans la vie de tous les jours, c'est vrai que moi, la vie de couple à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas du tout. Même juste des petits flirts et tout ça, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Et du coup, en fait, le fait de vraiment entendre parler de ma future vie avec des enfants, tout ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu bouleversé parce que, je me sens pas du tout prêt pour même rien qu'y penser. Mais c'est normal, vous êtes encore vous-même à vous dépêtrer dans vos propres relations familiales avec vos parents. Donc, vous projetez tout d'un coup dans la construction d'un couple et dans une paternité. C'est très déstabilisant. C'est la 4e dimension pour vous. C'est bon. En même temps, il faut en prendre le positif. C'est des choses. Il est fort probable que ça se réalise pour le coup. Vous voyez ça.
quand personne ne peut le dire. Bon, oui, donc là, il faut arrêter de stresser. C'est-à-dire que ça a été une expérience, vous avez voulu tenter, mais je veux dire, comme dit quelqu'un, c'est clair, elle n'a que le pouvoir que vous allez lui laisser prendre sur vous maintenant. Rien n'est tracé, la vie est devant, donc c'est vous qui ouvrez les portes. Mais en même temps, parfois, il y a un risque de... Quand elles disent des choses très positives, ça va. Mais c'est le conditionnement. Moi, je me souviens comme ça d'une dame que j'avais vue à l'hôpital qui avait eu un accident de voiture et en fait, elle me disait qu'elle avait été consulter une voyante qui lui avait prédit un accident de voiture. D'accord. Elle a eu son accident de voiture, mais elle me disait effectivement que après elle prenait le volant en étant complètement crispée, complètement angoissée et persuadée qu'elle allait avoir un accident de voiture. Oui, cet accident de voiture est arrivé, mais c'est pas la voyante. C'est que cette dame s'était malheureusement conditionnée en négatif. Oui, je comprends, oui. Vous voyez, donc c'est après, c'est les forces de l'esprit, oui, mais de votre esprit sur vous-même. Je comprends ce que vous voulez dire, parce que j'ai une grand-mère également qui a eu consulté, qui consulte assez régulièrement des voyants. Et qui, c'est vrai, du coup, prend un petit peu, voilà. Et j'ai l'impression qu'il se conditionne aussi beaucoup. Mais oui. Qui attend le décès de certaines personnes pendant des mois. Oui, mais alors ça, je trouve, parce que bon, si elles font des choses pour rassurer les gens, après tout, mais prédire le décès de quelqu'un, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ouais. Enfin, vous voyez, là, même, j'allais dire d'un point de vue déontologique, si tant est qu'il y a une déontologie là, mais franchement, c'est inadmissible. Parce qu'en fait, justement, pour parler de ça... Elle se donne un pouvoir de vie et de mort sur les gens, c'est n'importe quoi. C'est vrai que, justement, encore pour moi, elle m'a pas spécialement parlé, disons qu'elle n'a pas pris beaucoup de risques. Elle m'a dit que j'allais avoir un décès d'un parent vieux dans ma famille. Donc, oui, mais malheureusement, ça fait partie des choses qui arrivent aussi. Malheureusement, oui. C'est vrai que là... On est toujours confronté à un deuil, Maxime. Oui, à un moment dans sa vie. Oui, c'est vrai que là, j'ai une grand-mère de 87, 88 ans, donc voilà... Je veux dire, ça m'a pas... on s'y attend, Il y a Agathe qui dit « Ne vous en faites pas, vous savez, les voyants sont doués pour faire croire des choses, c'est leur métier, mais heureusement pour nous, nous ne vivons pas dans une tragédie de Racine où le destin des personnages est tracé. » Bon, et puis il y a Yannick qui dit « Un petit clin d'œil, pourquoi pas faire conjuguer les deux, faire du droit commercial ?» Comme ça, vous conjuguez les deux matières. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Moi, je voulais simplement dire à ce jeune homme qu'il y a quelques années, j'ai une sœur jumelle qui aimait toujours aller voir les voyantes. Et moi, je me moquais toujours d'elle. Et elle me dit, écoute, t'exagères, toi, tu crois jamais. J'écoute, elles ont une façon de te faire parler, c'est complètement ridicule, et tu leur racontes ta vie sans même s'en rendre compte. Et forcément, là-dessus, elles brodent, elles inventent des choses et elles arrivent toujours à tomber sur leurs pattes, comme on dit. Donc, c'est vraiment que des mensonges et je trouve que c'est aberrant de voir que des jeunes de cet âge-là puissent aller voir des voyantes. Elles leur gâchent la vie, en fait. Je trouve ça vraiment ridicule. En tout cas, je trouve que, je ne sais pas, elle savait quel âge vous aviez ? Les voyantes, elle doit le savoir, mais vous avez raison de souligner cet aspect des choses auquel, moi, j'en parlais pas, mais je trouve... de faire parler, et moi, j'avais dit à cette dame, mais elle avait vu que je me moquais d'elle, et elle m'avait dit, mais écoutez, si c'est comme ça, vous sortez, c'est pas la peine de rentrer. Et je lui avais dit, mais vous avez une telle façon de faire parler les gens, que tout de suite, vous devinez, avant qu'ils aient le temps de finir, ce qu'ils ont envie de raconter, quoi. Et voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment ridicule. Mais c'est vrai que les gens, quand on y prennent de l'argent. Mais oui, mais quand on y va, c'est qu'on est un petit peu, soit on y va par curiosité, mais derrière cette curiosité, il y a une petite fragilité, une envie de savoir, une angoisse, quelque chose qu'on traverse dans sa vie, forcément. Bon, donc il y a déjà une petite faille. Moi, et puis, j'accompagnais ma sœur, donc j'écoutais. Elle a vu que je me moquais d'elle, en fait, et ça lui a pas plu. Ah ben oui. Juste une petite question à la dame. Elle avait accepté, madame, que vous soyez en même temps que votre sœur. Oui. D'accord, parce qu'en fait, moi j'y suis allé avec une amie. On avait pris la décision il y a déjà un petit peu plus d'un mois, on avait pris rendez-vous. Et bon, il s'est trouvé que, mon amie avait un petit peu peur aujourd'hui d'y aller, et du coup, elle a demandé à la voyante si je pouvais pas l'accompagner, chose qu'elle a catégoriquement refusée.
Et donc du coup, elle y est allée avec la peur. Bon, elle est ressortie. Elle est ressortie. Elle était contente parce que, elle avait pensé que la voyance avait marché. Mais c'est vrai c'était bizarre, je trouvais quand même. La situation était un petit peu bizarre au début. Ça m'a un petit peu En tout cas, moi je vous rejoins, Françoise, sur le fait que vous êtes mineur. Oui, et je trouve qu'il y a d'autant plus une plus grande responsabilité. Bon, et d'ailleurs, quand bien même vous auriez, j'ai tout juste 18 ans ou autre, vrai, sur des jeunes gens, oui, mais vous êtes mineur en plus, et sur de jeunes gens, on est plus influençable, quand même plus vulnérable. Il y a une prudence qui s'impose dans ce qu'on dit. Voilà. Alors, elle vous a rien dit en même temps de problématique pour votre vie. À mon amie, elle a quand même dit des choses. Elle lui a parlé que ses parents, comment peut-être, qu'il fallait qu'ils fassent attention à leur santé. Elle a parlé d'une grand-mère assez normal, jeune. Ça, ils disent ça. Je trouvais là, par contre, j'étais un petit peu choquée quand même. Mais je sais que, en tout cas, mon ami, c'est ce qui l'inquiète un petit peu. Comment ne pas être inquiet? Parce qu'on peut tous être un petit peu... On a tous un fond de superstition, même si on s'en défend. On a chacun un petit peu nos petits trucs. Bon, quand on va... ou un examen, un entretien de recrutement, parfois on met tel truc qui nous avait porté bonheur une fois. Bon, même ceux qui ne se disent pas du tout superstitieux, il y a des petits trucs comme ça. Bon, donc allez dire... Je suis pas superstitieuse, donc forcément c'est peut-être aussi... Oui, mais voilà, donc ça ne prend pas sur vous. Mais quand elle dit aux parents de votre amie, elle a le même âge que vous, votre amie? Oui, exactement. Enfin, en parlant des parents de votre amie, attention, des petits problèmes de santé, forcément, votre amie, elle ressort de là, elle va s'angoisser pour ses parents. Vous voyez, ça, c'est pas bien de dire. Ils rendent malades, les jeunes. Oui. Alors que vous avez suffisamment de problèmes, d'inquiétude par rapport à votre avenir, justement, sans plus en rajouter, en allant dire, je crains un petit problème de santé pour vos parents. Je suis désolée, mais là, c'est pas admissible. Je vais vous dire, les gens qui se sentent bien dans leur tête, ils vont pas là. Hein. Et vous allez, bien sûr que vous non. regardez, s'il y a une salle d'attente, vous regardez la tête des gens. D'ailleurs, moi, je me moquais de tout le monde, c'est sûr. C'est ou des femmes on voit qu'elles ont des problèmes, ou les hommes pareils, ils sont mal dans leur peau, et ils croient qu'ils vont entendre, je ne sais quoi, que le bonheur va leur arriver sur la tête. Mais c'est des gens qui doivent lire ou ici Paris ou France Dimanche. Mais si on leur dit ça, si on leur promet du bonheur, après tout, tant mieux. Si ça peut leur faire du bien, moi, ce qui fait du bien, tant mieux. Mais quand on commence à les inquiéter, et c'est parfois comme ça qu'on les fait revenir. Mais revenez et on refera le point, vous me direz si... Voilà. Oui, parce que si on promet que du bonheur, les gens ne reviennent pas. Voilà. Mais si on glisse une petite pointe comme ça, en sourdine, d'inquiétude, les gens reviennent pour être confortés. Entre parenthèses, elles sont obligées de dire qu'il y aura des morts dans la famille, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, des naissances, même si elles ne savent pas. Elles sont obligées d'inventer. Hein. Mais ça, c'est la vie, c'est la vie de toute famille. Oui, c'est pour ça. Merci beaucoup Françoise d'avoir été avec nous. Merci. Bonsoir. Et on va accueillir également Elisabeth. On va conclure avec vous. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir. 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 Alors vous avez été voir une voyante, vous, quand vous aviez 15 ans? Oui. Avec une copine. Avec une copine d'école. On était allé voir parce que elle voulait savoir si elle allait avoir son certificat d'études. Et puis donc elle m'a entraîné. On est allé voir comme ça. Mais je trouve que c'est triste que ce gamin, enfin, ce jeune homme, oui. Que ce jeune homme-là se soit embarqué dans cette histoire-là parce que il a l'air d'être assez, comment dirais-je, assez réceptif et je crains fort qu'il retourne un jour ou l'autre la revoir parce que il a l'air d'avoir quand même assez cru à ce qu'elle lui a dit. Mais oui, c'est bien le problème. Oui. C'est bien le problème. Mais alors vous, Elisabeth, vous en avez vu une. C'est incroyable parce que cette voyante avait soi-disant lu dans l'avenir la date de votre mort. Elle avait vu dans mon avenir que je mourrais à 70 ans et aveugle. Sympathique, oui. Alors quand on a 15 ans, 70 ans, ça paraît très très loin. On se dit c'est bon, j'ai quand même une belle et longue vie. C'est vrai, à 15 ans, on se dit bon. Mais je trouve effrayant qu'elle ait pu dire quand même vous mourrez à 70 ans parce que on doit garder cette date-là dans un coin de la tête. Exactement, parce que... Quel âge avez-vous, Elisabeth? 73 ans. Bon, c'est dommage que vous puissiez pas revenir la voir. Ça me fait rire un peu parce que quand
ce petit-là, je me disais, non, mais vraiment, moi, mais ça m'a poursuivi, n'empêche, très. Mais je comprends. J'ai repensé très, très souvent. Mais forcément. C'est angoissant et c'est... Voilà. Oui. Voilà. Je trouve ça vraiment... Oui, mais ça, c'est très grave. Enfin, c'est grave. Hein. Je trouve que là, les personnes qui ont ce comportement-là ont un pouvoir de nuisance sur les autres. Exactement. C'est ce que dit Lilia d'ailleurs. C'est dangereux parce qu'elles exercent une forme de pouvoir sur des personnes qui peuvent être fragiles ou en attente de réponse. Et ça sécurise quand on est un petit peu perdu, que ça soit balisé, qu'on vous dise ça va être comme ci, comme ça. C'est rassurant. En même temps, ça peut être inquiétant, mais de se dire qu'il y a un destin. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'artisan de notre vie. Nous ne la construisons pas en fonction des choix que nous faisons, qui peuvent s'avérer à un moment des choix, de mauvais choix, mais on peut changer. C'est de se dire, quoi qu'on fasse, non, j'ai aucune responsabilité, tout est tracé. Tout est tracé. Ça peut être confortable. Plutôt que de me dire ce qu'elle m'a dit, cette voyante-là, elle aurait mieux fait de m'avertir de tous les malheurs que j'ai eus dans mes 75 ans de vie. Donc si je résume bien, elle avait dit que vous mouriez à 70 ans, vous avez 73 ans et vous n'êtes pas aveugle. Ah ben non, je vois très bien. Bon, voilà. Donc, mais c'est incroyable d'aller dire ça à une jeune fille. Enfin, une jeune fille de 15 ans. Une jeune fille de 15 ans qui est vraiment tout l'avenir devant elle. Elle lui parler de sa mort, mais c'est n'importe quoi. Oui. Non, mais moi je trouve, c'est vraiment dommage. Parce que... Bon, si on peut, en parlant quand même un peu avec vous, Maxime Athénue, surtout qu'elle vous a pas dit, heureusement, des choses quand même qui ont un côté dramatique concernant votre vie. Mais je veux dire, les problèmes d'orientation, le fait que vous craigniez d'avoir fait le mauvais choix, vous avez 17 ans comme beaucoup de jeunes. Mais tu parles surtout tout de suite, ou aller chercher le bon choix tout de suite. Mais oui. Et puis quand votre vie... Elle a fait le coup du bac aussi avec son pendule. Ah bon? Et alors, vous allez avoir votre bac selon la voyante? Oui. Ma copine d'école n'a jamais eu son certificat d'études d'ailleurs. Bon, continuez à travailler, aller au cours, à bosser, et là, vous aurez votre bac. Justement, ça a inquiété mon père. Ça a inquiété mon père en fait que du coup le fait qu'elle me dise que j'allais avoir mon bac, que je me dise que de toute façon c'était le destin. Oui, enfin je comprends que ça a inquiété votre père et il a dû vous dire le mieux c'est de ne pas y retourner. Exactement. Voilà. J'espère qu'il y retournera pas. Dépensez vos sous autrement. À la base, c'est juste pour une expérience. Mais c'est vrai vous avez fait votre expérience. Il y a Abigail qui dit, si vous voulez faire du droit, allez en fac de droit. Et puis peut-être que vous vous rendrez compte au début du semestre que ces études vous plaisent ou non. Une bonne partie des lycéens n'a pas d'idée précise sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Et chez les étudiants, c'est la même chose. J'en fais partie. Puisque ça vous a déstabilisé d'avoir vu cette voyante, n'y retournez pas. Voilà. Ouais, je pense que j'y retournerai pas. Voilà. C'est bien. Il y a Hugo qui dit, j'ai vu une voyante qui m'avait dit des choses assez graves. Je ne leur fais plus confiance depuis parce que je suis encore en vie, dit Hugo. Et j'ai réfléchi, j'avais failli porter plainte. Enfin, moi, je sais que malheureusement, ça se fait, heureusement pas toutes, parce que celles qui prédisent des choses plutôt agréables ou qui sont rassurantes, bon, après tout, tant mieux. Mais celles qui prédisent des choses négatives et en particulier la mort de quelqu'un, ça, c'est vraiment scandaleux. Elles peuvent faire des dégâts psychologiques et malheureusement aussi plus graves. Parce qu'il y a des gens sur des personnalités fragiles, allez prédire la mort de quelqu'un sur quelqu'un de fragile. La personne peut se suicider. Oui. On ne sait pas ce que ça peut provoquer. Donc on ne manie pas comme ça le psychisme des gens de n'importe quelle façon. Malheureusement, il y en a encore. Et il y en a tout de suite une recrudescence de voyants, de marabouts. Actuellement, oui, c'est vrai qu'il y a une recrudescence. Les gens se tournent beaucoup plus vers toutes ces sciences occultes parce que il y a une grande inquiétude, il y a une grande angoisse. C'est souvent dans les périodes comme ça d'incertitude. Bien sûr, il y a une angoisse de l'avenir, donc on se tourne comme ça vers des personnes qui sont censées lire dans l'avenir. Mais quand on voit parfois leur propre avenir, on se dit qu'elles sont pas très clairvoyantes pour elles-mêmes. Bon. Mais merci beaucoup. Il vaut mieux garder son argent pour faire autre chose. Oui. Merci beaucoup de votre intervention, Elisabeth. Et puis Maxime. Allez, vous y êtes allés, c'est une expérience, mais bon.
À ne pas rebondir. Bon, écoute, c'est une expérience, voilà. Mais votre avenir, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ça. Enfin, vous êtes au début de votre vie et tout est possible, vraiment. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie parce que c'est vrai que de parler à quelqu'un de légitime de ça, je pense que ça m'a fait un peu de bien parce que c'est vrai que là, j'étais un petit peu perdu. Je vous embrasse, Maxime. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, des réactions qui arrivent à propos du témoignage de Maxime, 17 ans, qui est allé voir une voyante aujourd'hui et qui en est ressortie quelque peu bouleversée. Il y a Nejoud qui envoie un petit SMS au 739 21 Nejoud qui ajoute que attendez, je vais trouver que finalement les voyantes sont là surtout pour rassurer un peu les âmes en peine et qu'il faut pas croire expressément à tout ce qu'elles disent. Voilà, elle dit c'est un tour de passe-passe qui console les âmes en peine et pleine d'inquiétude. Il y a Philippe qui envoie un mail en disant des personnes très fragiles cherchent du réconfort avec des voyants, alors que la véritable philosophie consiste à réapprendre à voir le monde. Dans la vie, il faut aussi parfois apprendre à sauter sans parachute et pas toujours chercher comme ça des protections partout. Il y a Jane qui dit qui ne doit pas faire attention à sa santé après tout. À 25 ans, je suis allée voir un voyant car j'étais très mal. Il m'a dit que j'allais voyager. Il m'a énuméré tous les pays qu'il connaissait. Tout juste, il ne m'a pas parlé du pôle Nord. Moi qui suis casanière, il n'aime pas trop voyager, je n'étais pas convaincue du tout. Et je me suis aperçue après coup qu'il disait la même chose à beaucoup de monde. Les voyantes, même si on ne le veut pas, arrivent à avoir des réponses qui les orientent et pour peu qu'elles soient un peu psy, le tour est joué. Les ados ne devraient pas aller voir de voyantes parce qu'ils sont assez fragiles et pas assez matures pour prendre du recul. Oui, et d'ailleurs ça s'étend à d'autres personnes qui, quand on se sent un peu vulnérable, on n'a plus le recul nécessaire. C'est ce que dit Gabriel d'ailleurs à propos des adolescents qui envoie un petit mail, Gabriel qui est une fidèle de l'émission, qui dit « Il est bien compréhensible qu'à son âge, Maxime se laisse un peu influencer par le savoir impressionné d'une voyante. Ce qui est incroyable, c'est qu'une voyante ne soit pas suffisamment clairvoyante pour voir qu'elle peut faire très peur aux jeunes gens. Allez Maxime, votre destin est entre vos mains, pas dans celle de cette dame. Je vous embrasse. » Et puis il y a Suzanne, oui, qui parle du dernier film d'Agnès Jaoui. Elle dit dont j'ai oublié le titre. Oui, il va sortir. C'est Au bout du conte, je crois, puisque c'est à propos. Elle prend la métaphore des contes de fées et elle dit ce dernier film s'appuie sur une prédiction faite à Jean-Pierre Bacry dans sa jeunesse, où on lui avait prédit la date de sa mort. Cela l'a accompagné longtemps. Ils ont su ensemble exploiter et transformer ces mauvaises prédictions. À ce jeune homme qu'il se fasse confiance et tâche d'oublier tout cela. Et puis Bernadette dit, vous savez, maintenant, quand on prend rendez-vous, ayant pris rendez-vous, la voyante a pu se renseigner aussi sur Internet, alors qu'il ne s'en fasse pas trop. Allez, on va maintenant accueillir Mireille. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureuse de pouvoir dialoguer avec vous. Mais moi aussi, je suis ravie. Eh bien, écoutez, je dois vous résumer l'objet de mon appel Oui, s'il vous plaît, oui. Oui, eh bien, je voulais évoquer avec vous le secret de famille et plutôt mon secret de famille. Oui. Est-ce que je peux le dévoiler ? Et surtout, comment le faire ? En fait, ce secret porte sur ma naissance. D'accord. Oui, c'est peut-être important de ne pas le dévoiler si vous n'en avez pas parlé autour de vous à l'antenne, parce que c'est, vous voyez, vous pouvez dire sur les circonstances, la thématique, mais bon, ouais. Si vous n'en avez pas encore parlé, la question c'est vous qui êtes porteuse de ce secret, vous vous demandez comment en parler. Oui, à qui ? À la personne concernée, à la personne intéressée, c'est-à-dire à votre père autour du pot, c'est-à-dire à celui que j'appelle mon père, d'accord. C'est-à-dire celui qui m'a élevé. Oui, mais qui n'est pas mon père biologique. Bon, ça y est, j'ai lâché. D'accord. Donc vous pensez que lui ne sait pas qu'il n'est pas votre père biologique ? Si, il le sait. Bon. Si. En fait, c'est un secret de famille. Vous voulez dire que vous savez, vous voulez lui dire que vous êtes vous-même au courant. Voilà, d'accord. Et que je l'ai toujours été.
en fait, du plus loin que remontent mes souvenirs, je savais. Oui, depuis aussi loin que vous remontez, toute petite, oui. vous ressentiez qu'il y avait quelque chose. Je le ressentais, voilà. Qu'est-ce qui vous faisait, à quoi, quelles émotions, quelles sensations ont fait que vous sentiez que cet homme qui vous élevait, pourtant n'était pas votre père? Ou que vous aviez une place différente peut-être dans la famille. Comment? Ou que vous aviez une place différente dans la famille plutôt. Oui. Et je pense aussi que les adultes autour de moi parlaient en pensant qu'un enfant ne comprend pas. Oui, c'est fort possible. Je pense, hein. Je pense parce que ça, j'ai l'impression que j'ai ça dans mes souvenirs, quoi. On parlait au-dessus de votre tête de choses qui vous concernaient, mais comme si vous n'étiez pas à même de les comprendre. Alors c'est vrai que même si un enfant petit ne comprend pas forcément tous les mots qui sont prononcés, tout le sens caché derrière ces mots, il perçoit les émotions qui se rattachent aux paroles, qui s'en dégagent. Oui. Et une atmosphère où il y a des choses qui se disent, des messes basses, des choses comme ça, des visages, des mimiques qui se ferment, des postures aussi. Enfin, il perçoit tout ça, toute cette langue émotionnelle. Tout à fait. Oui, je pense que c'est ça. Et puis, à l'égard de mon père, hein, je vais l'appeler comme ça va être plus facile. J'ai toujours senti une distance, quelque chose qui fait que je n'ai jamais pu. D'abord, quelque chose de significatif. Je ne l'ai jamais appelé papa. Ah oui. Jamais. Et ma fille, à qui j'ai raconté ça il y a pas un grand nombre d'années, me dit mais comment tu l'appelais alors? Je lui réponds je ne l'appelais pas. Le mot papa n'a jamais pu sortir. Mais comment était-il ce père avec vous? Enfin, justement, parce que c'est important dans le fait que vous ne l'appeliez pas papa. C'est-à-dire qu'il était distant avec vous, c'est ça? Cette distance dont il est. Je pense que ma mère était au milieu, quoi. Alors, est-ce que... Vous pensez qu'il en voulait à votre mère? Oh non, parce qu'en fait, il a épousé ma mère alors que j'étais déjà là. Hein. D'accord, donc quand vous dites que votre mère s'interposait entre lui et vous? Peut-être, je pourrais pas affirmer, mais je me dis que, en fait, il était... il était mené par le bout du nez par ma mère, quoi. C'est elle qui... l'humeur de la maison dépendait d'elle. Et je pense qu'il était, on va dire, soumis. Et que... Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous ayez l'envie, le désir de lever ce secret de famille? Ouais. Alors en fait, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai envie et plus qu'envie, je pense qu'on peut dire besoin, parce que j'ai vécu un accident de la vie, hein, c'est-à-dire, je ris, mais ça m'a pas fait rire. C'est-à-dire que mon mari, avec qui j'étais depuis 28 ans, est parti comme ça, en laissant une lettre sur la table. Donc, j'ai été amenée à consulter pour cette raison-là, pas pour le fait que j'étais pas bien, que j'avais du mal à digérer cette rupture. Et bizarrement, une psychiatre que j'allais consulter pour le départ de mon mari, en fait, n'a pas vraiment tenu compte de ça et elle s'est intéressée à moi, à mon histoire.
Et elle m'a dit, eh bien, il faudrait que vous disiez à votre père que vous savez, mais que ça ne change rien, que ça ne va rien changer, et que au contraire, vous le respectez, vous lui êtes reconnaissante du rôle qu'il a endossé. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, oui, sûrement, parce qu'en fait, avec lui, en fait, je n'ai jamais pu être à l'aise. Oui, il y avait quelque chose il y avait une barrière entre vous, parce qu'il y avait ce secret qui faisait barrage. Exactement, Caroline. Et ce qui est d'autant plus dommage que, comme vous le disiez, cette psychiatre, justement, vous pouvez, au contraire, vous pourriez avoir beaucoup de reconnaissance pour cet homme qui devait beaucoup aimer votre mère, déjà, alors que, en plus, à cette époque-là, donc avait déjà un enfant, et puis pour vous reconnaître, parce que vous portez le nom. Tout à fait. Donc c'est une grande preuve d'amour. Donc là où on en a fait quelque chose qui, justement, vous ne deviez pas savoir, au contraire, cet homme qui... le père, c'est pas seulement le géniteur, c'est aussi celui qui va élever l'enfant, l'aider à se construire. Donc c'est de la part de ce monsieur... Enfin, il y a eu beaucoup d'amour là. Oui, certainement. Mais c'est comme si, c'est vrai que après ne pas parler autour de quand il y a un secret comme ça sur la paternité, c'est comme si celui qui en fait a endossé le rôle du père alors qu'il n'était pas celui qui a conçu l'enfant, on allait lui retirer quelque chose. Parce que on le protège, parce que c'est comme si on allait lui retirer quelque chose, dire la crainte que ça le dévaste, qu'on sache qu'en fait il n'est pas le père. Mais tout dépend de ce qu'on met dans cette notion de père. Bien sûr. Parce que c'est pas que celui qui conçoit l'enfant, ça c'est très facile. Bien sûr. Et alors, ce qui fait que ça me turlupine et que maintenant vraiment je me dis je pense que ça me ferait du bien, je pense que j'irais mieux parce que en fait je ne vais pas bien physiquement, je ne vais pas bien moralement, mais le pire c'est le physique, quoi. Un ostéopathe qui me suit considère que j'irais mieux si effectivement je marchais pas de travers, comme il dit. Pardon ? Oui, non, je vous écoute. Parce qu'en fait, les bobos, je pense que les symptômes physiques que je ressens ne sont pas graves, parce qu'il n'y a pas ne sont pas liés à une maladie grave, parce que ce sont des symptômes musculo-squelettiques, mais sans maladie rhumatismale détectée, qui peuvent en expliquer, qui pourraient en expliquer la gêne que ça m'occasionne, quoi. Parce qu'en fait, je pense que, comme tout un chacun à mon âge, j'ai un peu d'arthrose par-ci, un peu d'arthrose par-là. Parce que rien de plus important ne se montre aux examens médicaux. Et donc, ces douleurs, elles prennent des proportions, je dirais même maintenant, invalidantes, quoi. Et je pense que le fait que je sois... le fait que bancale, on va dire autrement, puisqu'il vous dit que vous n'arrivez pas à marcher de travers, vous marchez de travers. Oui. Bon, il y a des choses comme ça, et les secrets de famille en font partie, qui peuvent effectivement agir comme des poisons et qui peuvent, alors qu'en apparence ça va bien, physiquement, notre corps réagit souvent avant qu'on puisse formuler, verbaliser quelque chose. Bon, ce qui n'est pas le cas chez vous, c'est... Puisque vous savez, vous pouvez mettre des mots dessus, mais parfois on n'arrive pas encore à mettre les mots
sur un mal-être diffus, et le corps, lui, va l'exprimer avec ses symptômes. Donc c'est le langage du corps auquel il faut être attentif, même si c'est pas, il y a des choses qui peuvent évoluer comme ça en sourdine et qui traduisent quelque chose de notre histoire qui n'a pas été intégré, digéré, et où le corps prend le relais pour le dire. Là, c'est vrai que ce secret, vous le connaissez, mais vous auriez besoin, qui vous l'a dit finalement, qui vous a révélé à vous les circonstances de votre naissance. Enfin, vous dites que vous l'avez toujours su, ça, les enfants ont un savoir inconscient, mais à un moment, qui vous en a parlé? Eh bien, à un moment, alors je ne sais plus si c'est moi qui ai posé la question ou si c'est elle, mais c'est une tante, la sœur de ma mère, une sœur de ma mère, qui m'a dit, bon, écoute, maintenant il est temps que je te dise. Donc c'est elle, c'est de sa bouche que j'ai entendu. Bon, après, moi j'ai posé, après, des années plus tard, j'ai posé la question de façon directe à une autre tante qui était un peu gênée. Bon, j'étais un peu plus curieuse, donc je voulais entendre un peu l'histoire, quoi. Et donc elle me dit, oh, je sais plus trop, moi j'étais partie de la maison à cette époque-là. Oui, elle se dérobait un peu. Oui, elle se dérobait. Par contre, son compagnon, qui était du village, donc il connaissait parfaitement l'histoire, lui me l'a dit de façon plus facile, parce qu'il était moins engagé forcément. Donc bon. Et vous n'en avez pas parlé à ce moment-là avec votre mère? Comment? Vous n'en avez pas parlé avec votre mère? Ma mère est décédée. Et votre mère était décédée quand votre tante vous l'a appris? Je suis pas certaine. Enfin, je suis pas certaine de ça. Si elle était décédée ou pas. Mais vous n'en avez pas parlé avec elle, en tout cas. Mais en tout cas, j'en ai absolument pas parlé avec elle. Et votre père, quel âge a-t-il aujourd'hui? Comment? Votre père, quel âge a-t-il? Eh bien, il a 85 ans. Alors, bon, il y a deux raisons qui font que je n'y arrive pas. Bon, une raison importante, parce que je pense qu'il y a un blocage terrible. Mais maintenant s'ajoute une deuxième raison, c'est oui, mais il est âgé, c'est un monsieur fragile. Bon, il a des problèmes de santé. Oui, mais peut-être que ça pourrait lui faire du bien. Vous voyez, on sait bien qu'après le secret, on a peur de dire, parce qu'on a peur que c'est pour protéger aussi. Mais ça pourrait aussi à lui faire du bien de savoir que même tout en sachant, vous le respectez d'autant plus et vous lui êtes très reconnaissante. Oui. Maintenant, si vous voulez, peut-être qu'il serait bon, je ne sais pas, d'en parler un peu avant avec cette psychiatre, parce que c'est pas à quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas à quelqu'un de vous dire ce que vous devez faire, ça ne peut partir que de vous. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire à tout prix ou ne pas faire. Bon, ça ne peut partir que de vous et de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que finalement, vous étiez au courant, vous avez toujours été au courant. Donc aujourd'hui, c'est que vous éprouvez le besoin d'en parler à cet homme, celui que vous appelez votre père. Pourquoi? Qu'en attendez-vous aussi? C'est important de vous dire, voilà, ce que vous attendez de ça. Parce que c'est pas non plus miraculeux. Vous voyez, c'est pas parce que vous allez en parler que tous vos maux forcément vont disparaître. Mais je pense que je me sentirais quand même mieux. Bon, alors c'est ce qui compte. Vous avez lu les ouvrages de Serge Tisseron sur les secrets de famille? Non. Mais il y a de très bons ouvrages de Serge Tisseron, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les secrets de famille. Il y en a un aux éditions, au PUF, la collection Que sais-je, qui est très bien fait, qui s'appelle Les secrets de famille de Serge Tisseron, TI2SERON. Oui. Et puis il y a aussi Secrets de famille, mode d'emploi, aux éditions Marabout. D'accord. Je pense que ça peut être de bonnes pistes de lecture, peut-être pour vous aider aussi Bien dans ce que vous souhaitez faire. Mais bon, si vous ressentez que c'est important pour vous d'en parler, je crois que peut-être pour votre père aussi, ça pourrait être libérateur et pourrait vous rapprocher. Bon courage, au revoir. Au revoir, il faut que je vous laisse parce que c'est l'heure du journal. Au revoir. Bonsoir, au revoir.
Merci de nous avoir rejoints sur Europe 1. Nous sommes ensemble encore pour une heure de direct pendant laquelle vous pouvez me parler de vous et de votre vie en appelant le 39 21 et vous pouvez aussi réagir à tous les témoignages que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit et aussi par mail sur le site europe1.fr. Alors Hugo réagissait justement au témoignage de Mireille qui nous parlait de ce secret de famille concernant sa naissance et de ce père qu'il avait élevé comme étant son père alors qu'il n'était pas le géniteur. Elle le sait, mais elle n'en a jamais parlé avec lui. Elle se demandait si elle devait en parler avec son père qui est aujourd'hui âgé de 85 ans. Hugo dit, moi j'aurais aimé dire merci à mon père, mais malheureusement, il est décédé avant que j'ai eu la certitude qu'il n'était pas mon géniteur. C'est pour ça aussi certainement qu'il doit y avoir ce sentiment d'urgence chez Mireille, puisque son père est âgé et peut-être qu'après, elle resterait avec ce regret de ne pas avoir pu parler à son père. À propos de la voyance, il y a Paco qui dit Raymond DeVos avait fait un sketch qui parlait comme ça de la voyance et du déterminisme. Il disait que tout en conduisant sa voiture, il consultait son horoscope dans le journal. Fatalement, il heurte le véhicule qu'il précède et comme la conductrice le prend à partie, il se défend en évoquant que l'accident était prévu dans le journal. Vous voyez, c'est marqué là, vous risquez d'avoir un accident. C'est QFD. Et puis, il y a Paul qui dit, moi j'ai une voisine qui se dit voyante et qui a d'ailleurs une clientèle appréciable. Un jour, en sortant de son garage, elle est entrée dans le mur de mon jardin qui est en face. Pour la taquiner, je lui ai dit que c'était quand même un comble de ne pas avoir vu ce mur. Eh ben depuis, elle ne me salue plus. Allez, elle est peut-être voyante, elle lit peut-être l'avenir, mais elle n'a pas beaucoup d'humour en tout cas. Allez, on va écouter un petit peu de musique. C'est sympa, ça, à Granville, Jersey. Le sujet sur la voyance vous fait beaucoup réagir. Alors évidemment, il y a des messages qui disent mais si, les vrais voyants existent et dans ces cas-là, souvent ils ne se font pas payer. Alors vous parlez de voyants, de médiums, il y a un peu entre les deux, vous faites une distinction. Vous dites que normalement quelqu'un qui a une éthique ne doit jamais parler de problèmes de santé ni évoquer la mort. Il y a Lucille, elle dit à lire absolument Astérix et le Devin, merveilleuse caricature des voyants qui les dépeint sous un jour opportuniste et montre la touchante fragilité de leur naïve proie, entre guillemets. L'humour fait souvent bien les choses. Merci Lucille, j'espère que Maxime est encore à l'écoute. Maxime, ce jeune homme de 17 ans qui nous avait parlé de sa consultation, puisqu'on dit consultation avec une voyante. C'est une bonne idée ça, Astérix et le Devin. Je me souviens plus de celui-là. Faut que je le relise. Allez, on va accueillir Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. Mais c'est pas encore assez. Gentil. Bon, mais c'est bien, vous avez une curiosité, une soif de connaissance. Oui, absolument. C'est parfait. J'ai toujours des soucis avec mon fils qui sont de la mauvaise communication. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, moi, ça me bouleverse parce qu'on arrive à se dire des trucs. Moi, je me tais, je dois dire. Mais alors, il arrive à me dire des trucs vraiment moches et moi, je me dis, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je ne peux pas répliquer parce qu'à ce moment-là, il parle très vite, beaucoup, et j'arrive pas à l'interrompre. On part fâché. Un moment après, il m'envoie un petit SMS gentil, où il me passe un petit coup de téléphone gentil. Et moi, j'en ai marre parce que quand même, à chaque fois, je pleure ou je suis triste et malheureuse. Et il y a vraiment quelque chose qui va pas dans notre façon de communiquer. Et c'est comme par hasard toujours autour de un moment où je suis malade. Aujourd'hui, c'est parce que j'avais un examen médical pas bien drôle à passer. Oui. Et donc, il s'en est pris à vous aujourd'hui ?
Oui, j'ai eu aujourd'hui. Alors, et vous dites c'est toujours comme ça quand vous êtes un peu affaibli ? Souvent. On dirait vraiment qu'ils ne supportent pas que je puisse être malade, que je Ça l'angoisse ? Pensez, ça l'angoisse, je vois que ça. Je vois que ça, parce qu'il ne me dit pas que ça l'angoisse. Mais oui, mais s'il pouvait le dire, peut-être qu'il ne serait pas agressif comme il est. Ouais. Ce qui ne justifie pas qu'il soit agressif comme ça, et d'autant moins dans ces circonstances-là. Mais si vous avez remarqué que c'est souvent dans des moments où vous êtes un peu affaibli, et pour des questions de santé, c'est là, aujourd'hui, c'est parti autour de la dépendance. Alors j'étais une ado, je n'organisais pas mon avenir, il me prendra jamais chez lui. Ça monte à des arguments crétins finalement, parce que d'abord tout le monde finit pas dépendant. Je lui ai déjà dit que je supporterais pas d'être dans une maison de retraite, mais enfin bon, ça me regarde quand même. Oui, puis enfin, vous êtes encore jeune, enfin, vous n'êtes pas au point de... Alors, parfois, malheureusement, il y a des personnes qui sont dépendants et tout en étant encore jeunes, mais enfin, c'est pas le cas. Vous avez des problèmes de santé qui pourraient conduire à cela, vous faire craindre cela ? Non, ce que j'ai, c'est que j'ai peut-être une opération qui risque effectivement de faire que je sois dépendante, mais pendant un laps de temps tout à fait modéré. D'accord, oui, donc ça n'a rien à voir. Oui, d'accord, c'est le temps d'une rééducation, le temps de retrouver des forces. Bon, mais ça il n'y a pas de commune mesure là avec une maladie invalidante. C'est parti justement, à partir de là, ça a été... c'est parti sur une discussion sur la dépendance, sur le fait que je ne prévoyais pas, qu'il y avait des trucs que j'avais qu'à aller. Mais qu'est-ce qu'il vous dit quand vous ne prévoyez pas ? Vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il entend par prévoir ? C'est-à-dire je ne prépare pas l'avenir, je n'organise pas. Ces mots, ça a été que je n'organisais pas mon avenir. Vous vivez seul ? Oui. C'est votre seul enfant ? Et c'est mon seul enfant. D'accord, donc il y a quelque chose qui l'angoisse quand même autour de ça. Oui. Autour de l'idée d'une dépendance, le fait quand il vous dit qu'il ne vous prendra pas à la maison. Il vit seul, lui ? Non, il est marié et puis il a 2 petites filles. D'accord. Dont je m'occupe beaucoup parce qu'on n'habite pas loin. C'était d'ailleurs parce qu'aujourd'hui il y avait une grève qu'elles étaient en train de déjeuner à la maison, qu'il est venu les chercher. C'est comme ça que c'est parti. Mais en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois lui écrire en lui expliquant que, si, finalement, je pensais quand même à mon avenir et puis que c'était même une sacrée préoccupation. Mais enfin bon. Vous êtes très proches tous les deux en même temps, parce que à côté de ça, quand il s'emporte comme ça, après il vous envoie un petit message pour s'excuser, enfin comme il est penaud après s'excuser, mais c'est un petit truc pour montrer. Enfin gentil, un message gentil en tout cas. Voilà, il se rend compte qu'il est allé trop loin et qu'il peut vous faire du mal, et bon, c'est une façon, il vous le dit pas directement, mais quand même d'avoir un petit mot gentil pour vous. Oui. Vous êtes très très proches tous les deux. Oui, évidemment, je me rends pas compte parce que qui se comporte comme un ado finalement, vous voyez, quand il vous dit que vous vous comportez comme une ado, lui aussi à certains moments, quand il est comme ça en crise après vous, et puis qu'après il vient vous dire un petit mot gentil, enfin il est à la fois, on a l'impression qu'il a un peu de mal à se détacher de vous en même temps. Ouais. Mais oui. Et c'est pour ça je sais pas quoi faire. C'est-à-dire quand il, justement, j'allais vous demander, quand il s'emporte comme ça, vous ne dites rien, Il faudrait que je crie plus fort. Et moi, je peux pas. Oui, parce qu'il crie. Il crie. Donc... Il a le ton beaucoup plus. Il y a plus de décibels que chez moi. Oui, mais peut-être que ça serait, vous voyez, ne rien dire, c'est aussi
comme si vous étiez soumise à lui, enfin que vous, tacitement vous acceptiez ce qu'il vous dit sans réagir, et ça le rend encore plus furieux. Peut-être qu'à un moment, il faudrait qu'il rencontre, dire bon, écoute, maintenant tu arrêtes, arrête de me dire tout ça, et tu n'as pas à me parler comme ça. Pourquoi vous n'osez pas lui dire ça, même, enfin, en étant, il s'agit pas de vous mettre vous à hurler, parce que ça ne mènerait à rien si vous étiez chacun à vous hurler dessus, mais peut-être ou quitte à vous lever, à quitter la pièce en disant écoute, ça suffit, je ne veux pas que tu me parles comme ça, ou je t'interdis de me parler comme ça, quitte à quitter la pièce. Pour montrer, vous voyez, pour justement que vous ne voulez pas partir dans une discussion sans queue ni tête et où chacun se hurle comme ça et n'entend plus ce que l'autre dit, mais montrer que bon, vous n'avez pas à accepter ça. Ouais. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Vous l'avez élevé seul ? Oui. Oui. Bon, j'ai eu un compagnon quand même pendant plusieurs années. Ça s'est très mal terminé avec des problèmes sentimentaux et des problèmes d'argent. Alors il y a un truc quand même qui est important, c'est que au moment où je me suis retrouvée sans rien, sans appartement, sans rien, quasi du jour au lendemain. Oui. Je lui louais, lui, un appartement parce qu'il était étudiant. Bon, un appartement où il était d'abord en colocation avec un autre garçon, et puis ce garçon est parti. Enfin, je suis allée habiter chez mon fils. Oui. Et ça, je pense qu'il ne l'a pas digéré. Il me l'a dit d'ailleurs. Et à l'époque, j'étais très très malheureuse, très mal, et je crois que ça c'est quelque chose qui a laissé des traces, et je ne sais pas comment oui, parce que vous dites finalement oui, vous dites que c'est aujourd'hui, quand vous êtes mal finalement, que vous n'allez pas bien, que vous êtes fatigué, c'est là où il est agressif. Oui, c'est là où les conversations zippent sur le moindre truc. Oui, sur l'avenir, le fait que vous n'anticipez pas l'avenir selon lui, et qu'est-ce qui se passerait, et qui ne vous prendra pas à la maison. Donc vous voulez dire, peut-être comme quand ça s'était mal passé avec votre compagnon, vous étiez retrouvé sans rien, vous étiez dans une situation matérielle difficile, et donc vous étiez allé vivre chez votre fils, dans l'appartement que vous lui louez, mais en même temps, bon, c'est pas facile pour un jeune adulte de se retrouver avec sa mère, et surtout une mère qui va pas bien à ce moment-là. C'était ça a été un point de repli pour vous, un point de chute. Oui. Il avait quel âge à ce moment-là, lui, à peu près? Une vingtaine d'années. Oui. Bon, en même temps, c'était l'appartement que vous louiez vous, donc c'était ce qui vous restait. Vous aviez quand même, du coup, un point de chute. Enfin, vous aviez prévu, vous n'étiez pas sans rien. Ça montre que vous n'étiez pas sans rien. Mais à ce moment-là, la cohabitation a dû être un peu difficile parce que vous n'étiez pas bien, et puis lui s'était habitué à son autonomie. Pas tant que ça. J'ai pas trouvé que c'était difficile, mais savoir. Ça devait être difficile pour lui, mais il ne m'en a pas parlé à l'époque. Oui. Et là, il y a des moments, je suis venue habiter ici parce que je suis plus à Paris, parce qu'il était là avec ses deux petites filles. Je voulais être près de mes petites filles et pouvoir être une grand-mère. Je n'avais jamais eu de grand-mère, moi j'avais envie d'être une grand-mère. Et ça aussi, je sais pas s'il était si content que ça, que je vienne. Parce qu'il m'a... dans ces conversations agitées, il lui est arrivé de me dire « Pourquoi tu es venu habiter ici ?» Alors, ça veut dire quoi? C'est une vraie question, ou c'est ça me plaît pas du tout, ça me contrarie, etc. Je prends les deux un peu. Est-ce qu'il a le sentiment qu'en dehors de lui, justement de vos petites filles, vous n'avez pas de lien affectif autre à qui vous raccrocher? Oui, effectivement, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai. Vous en avez un peu? Oui, j'ai une sœur auquel je suis très attachée, mais elle est à Paris, mais on se téléphone très souvent, tous les jours. Oui, d'accord, oui. Donc bon, c'est important. Vous êtes proches, oui.
Ouais. Mais c'est vrai que j'étais un peu déracinée. Le fait de la retraite, tout le monde part un petit peu chacun dans son coin, donc les copains, copines sont pas au même endroit. Et puis il y a eu donc la séparation et puis le déménagement. Je suis un petit peu esselée quand même. Puis surtout, affectivement, c'est le seul lien que j'ai dans cette ville, c'est les petites filles et mon fils. Oui, c'est peut-être il y a quelque chose, peut-être de ça dont il vous parle aussi, c'est pas tant sur le plan matériel, puisque vous dites que matériellement vous êtes autonome, mais sur le plan affectif où il se sent extrêmement responsable, peut-être trop. Oui, il m'a dit que il était seul, il était le seul. Je lui ai dit qu'il était un peu tard pour que je fasse un enfant, mais le fait d'être un enfant unique. Ça lui pèse, c'est vrai. Oui, oui, forcément, parce que il lui incombe beaucoup de choses, il se sent en même temps responsable de vous, même s'il vous dit dans les moments où il est en colère, je te prendrai pas à la maison, mais ça montre qu'il se sent responsable de vous. Et peut-être trop. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent autant responsable de vous? Alors le fait peut-être que vous ayez été toujours très proche, puisque vous l'avez élevé seul, qu'il est votre seul enfant, donc il y a beaucoup d'attentes. Et oui. Et vous voyez, je reçois un mail de Dany qui dit, il vous dit, et peut-être qu'il cherche à vous dire qu'en cas de dépendance, il ne faut pas qu'elle espère venir chez lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne le ferait pas le moment venu, parce que dans les faits, vous n'êtes pas dépendante. Donc, vous voyez, vous êtes jeune encore, donc ça ne veut pas dire qu'il ne le ferait pas. Mais alors, Dany ajoute, d'autant plus que vous lui avez dit que vous ne vouliez pas aller en maison de retraite. Dany dit, je suis la maman d'un fils unique de 41 ans et je suis malade de Parkinson. Je lui ai dit que pour autant, jamais je ne pèserai sur sa vie. Alors, votre fils est maladroit dans sa façon de dire, mais c'est sa façon de vous dire aussi des choses qu'il y a à entendre. C'est-à-dire que peut-être que c'est vrai que ce que dit Dany, c'est dans le fait, et c'est important, que jamais elle ne pèsera sur sa vie, c'est-à-dire que il peut y avoir un sentiment de culpabilité comme ça chez les enfants, quand ils sentent que leurs parents ne sont pas tout à fait organisés, à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan affectif. C'est-à-dire que presque ce qui donne sens maintenant à leur vie, ils se raccrochent à eux. Ça peut être un petit peu lourd. C'est-à-dire que, parce que autant c'est fait avec plaisir, et il y a un plaisir à se voir, à se rencontrer, mais si les enfants sentent que pour les parents, c'est presque une planche de salut auquel on s'accroche, c'est ce qui maintient, c'est le seul lien, ça peut être un petit peu lourd parce qu'ils sont à des âges généralement où eux sont pleins ils sont dans leur vie personnelle, professionnelle, de couple, de parents avec les responsabilités, vous voyez, donc il vous dit certaines choses. Alors je ne dis pas qu'il a à les dire de cette façon-là, hein. Oui. Bon, mais il y a quelque chose qui certainement lui pèse, hein. Et que dois-je faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sentir... Oui, pardon. Est-ce que parce que là, j'ai pas répondu ni à son mail, ni à un petit truc gentil sur Internet qu'il m'a envoyé. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui réponds un petit truc sympa aussi pour faire comme un clin d'œil, ou Mais peut-être vous pourriez lui dire que je sais pas, je trouve que ce que dit Dany dans son mail, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention de peser sur sa vie, et que qu'au fond vous pouvez vous organiser par rapport à votre avenir, à la fois sur le plan qu'effectivement il y a des choses qui ne s'inquiètent pas, que vous vous organisez pour votre avenir, à la fois sur le plan matériel et sur le plan affectif. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça le libérerait pas de quelque chose et vous permettrait pas de retrouver un peu de sérénité dans votre relation? C'est tout à fait possible. Je peux lui dire des choses comme ça, bien sûr. Avec vos mots à vous, hein, bien sûr. Vous voyez, avec vos mots à vous, mais finalement, puisque dans ces
Je pense qu'il y a une angoisse, mais parce qu'en fait, il est très très proche de vous et je pense qu'il y a une angoisse. Mais je le ressens un peu comme ça. Je suis assez d'accord avec vous. Mais je dois être très maladroite moi aussi parce que j'arrive pas à le lui faire passer, quoi. Ah, mais c'est compliqué parce que c'est avec nos proches où il y a un lien affectif si fort, c'est souvent très compliqué de se dire les choses de façon un peu dépassionnée. Parce que ça vous bouleverse beaucoup à chaque fois, ces conflits, ça vous rend malheureuse. Enfin, vous vous sentez à ce moment-là rejetée. Voyez, puis lui-même après est malheureux. C'est-à-dire, on voit bien, lui-même est malheureux, vous envoie un petit mot gentil. Donc, au fond, voilà, vous n'arrivez pas vraiment à savoir comment vous dire les choses, alors qu'en fait, vous êtes très très proche. Mais donc peut-être le rassurer en lui disant que vous êtes à même de vous organiser. Ce qui veut dire que justement, ce qui pourrait lui permettre que si si jamais, au pire, dans l'avenir, il y avait un gros problème, je pense qu'il ne réagirait pas comme ça. Mais ce qui l'ennuie, c'est l'inquiétude qu'il a pour vous. Mais maintenant, ça peut vous amener, vous, à reconsidérer aussi, puisque votre vie, à avoir d'autres liens affectifs. Ce qui ne veut pas dire que votre fils, vos petites filles, c'est pas très important. Mais c'est toujours, l'équilibre est toujours un peu délicat quand on met tous ses œufs dans le même panier, comme le dit l'adage. Ouais. Pour autant, parce que si vous voulez, le but, c'est d'arriver à un peu apaiser la relation. Si votre fils se manifestait de façon comme ça agressive et tout, c'est important, je pense, de réagir. Vous voyez, de réagir, comme je vous le disais, en marquant il n'a pas non plus à vous parler comme ça. Ouais. Mais c'est parce que c'est très passionné aussi, qu'il s'emporte et que vous-même, ça vous blesse, vous voyez, c'est... Vous pensez que je peux lui écrire ce qu'on vient un petit peu de se dire? Parce que moi, je ne me vois pas me planter devant lui et puis lui dire ça, parce que... Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. En tout cas, je sens que je l'écrirais mieux que je ne le dirais. Vous seriez plus à l'aise. Ah, tout à fait. Oui, dans ces cas-là, si vous êtes plus à l'aise avec des mots couchés sur le papier ou sur un mail, oui, bien sûr, vous pouvez le faire par écrit. J'ai attendu pour répondre de vous avoir ce soir parce que je me disais, tout est passé par la tête. Je déménage, je m'en vais, j'ai dans une autre ville, puisque je gêne, puisque... Oui, non. Enfin bon, et puis écrire, mais un petit peu d'une manière un peu, selon l'expression, vider son sac. Et ça m'apaise d'avoir parlé avec vous. Oui, tant mieux, parce que c'est ça, c'est-à-dire que et vous avez une réaction très très intelligente, très saine, de ne pas répondre dans la foulée, parce qu'il vous avait envoyé un mail. Il m'a envoyé un texto. Oui, d'accord. Et vous vouliez lui répondre par mail, peut-être. Il m'a renvoyé un mail après avec un petit truc mignon d'ailleurs, un petit. L'image d'un petit chat qui s'étire, et puis il y a un texte qui dit: je me suis réveillée ce matin, j'ai étiré les bras, ça a craqué, j'ai bougé les genoux, ça a craqué, j'ai tourné la tête, ça a craqué, j'en ai conclu que je suis pas vieille, je suis craquante. C'est gentil. C'est charmant, oui, c'est charmant, oui, c'est charmant. Oui, mais bon, il y a beaucoup d'amour derrière tout ça, et donc beaucoup d'angoisse. Et vous avez bien fait de ne pas, de prendre un peu de recul, parce que quand on répond comme ça dans la foulée, comme vous dites, souvent on vide son sac, on s'emporte soi-même, et bon, ça mène à rien. Donc parfois c'est bien de se poser un peu parce que lui-même cherchait à apaiser les choses là, voilà. Vous voyez, à sortir du conflit là. C'était un message de réconciliation, d'apaisement. Il n'a pas envie de rompre avec vous, vous voyez, donc bon, non. Alors il y a Dany qui renvoie un petit mail en disant peut-être pourriez-vous écouter en podcast l'émission des experts d'Elena Morna sur la relation mère-fils. Donc alors quand est-ce qu'elle a eu lieu? Oui, je sais qu'elle fait les relations, l'émission psy, je sais plus quel jour de la semaine. Comment elle s'appelle l'émission? L'émission des experts. Vous savez, qui passe l'après-midi à 14h, 15h30. 14h, 15h30. Elena Morna. C'est
c'est pas votre... Non, mais vous pouvez l'écouter en podcast parce qu'elle est déjà passée. Compris. Mais je voulais savoir comment elle s'appelait. Voilà. Les experts, c'est Elena Morna qui est entourée d'experts. Alors il y a Roland Pérez, le médiateur d'Europe 1. Il y a des thèmes à chaque fois. Il y a un jour qui est consacré à la santé, un jour. Enfin. J'écouterai puis je trouverai bien. Oui, en podcast parce que je sais plus quand est-ce qu'elle est passée l'émission sur les relations mère-fils. D'accord. Voilà. Je vais chercher. Merci. Je n'ai pas retenu son nom. C'est Dany. Merci à Dany. Merci à vous de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Au revoir Céline. Bonne soirée. Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Deux femmes qui se tiennent la main. Alors, un mail qui revient sur le témoignage de Mireille qui nous parlait d'un secret de famille, du fait qu'elle savait que l'homme qui l'avait élevée n'était pas son père et elle se demandait si... elle éprouvait le besoin, je reprends son expression, d'en parler aujourd'hui à ce père, cet homme qui l'avait élevé comme un père. Soleil Levant envoie un mail en disant un conférencier nous disait, il y a un peu plus d'1 an, qu'il était allé voir son géniteur avant sa mort pour lui dire qu'il lui avait pardonné de l'avoir abandonné. Alors ça, c'est autre chose. Il lui a remercié de lui avoir donné la vie, il lui a offert un bracelet, tout comme sa mère portait déjà le même bracelet. Et son géniteur très âgé l'a remercié en lui disant qu'il mourra plus vivant. Et puis par rapport au SMS, au 73921, il y a Michel qui réagissait, elle encore sur les voyantes, qui dit moi ma mère lorsqu'elle a 20 ans est allée voir une voyante qui lui avait prédit qu'elle décéderait à 56 ans. Elle en a aujourd'hui 93, mais cela nous a beaucoup angoissé ma sœur et moi pendant notre jeunesse. Oui, donc ce qui veut dire que ça avait aussi angoissé votre mère puisque votre mère vous en avait parlé. Bonsoir Donaldo. Donaldo, vous êtes là ? Donaldo, est-ce que vous êtes là ? 1, 2, pas de Donaldo. Marie-Claude, peut-être ? Oui, je suis là. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Et je remercie beaucoup votre assistante qui est super. Merci pour Jeanne. Voilà. Je vous expose mon cas qui est d'une banalité malheureusement. Ça arrive assez fréquemment. Mais j'ai perdu mon mari le 13 janvier dernier. Oui. Et disons qu'au début, ça se passait relativement mieux que maintenant, mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que d'un manque vraiment, plus c'est dur, quoi. Et en plus, comme j'ai exposé à votre assistante, je suis malvoyante, donc en plus... Bon, disons que chez moi, je suis autonome, il n'y a pas de problème, mais quand même, la présence de mon mari m'apportait une certaine sécurité. Oui, voilà. Ça c'est forcément, quand il était auprès de vous, vous vous sentiez rassurée. Donc je me débrouillais toute seule, mais quand même, il était là, même malade, disons, il était là. Et oui, c'était rassurant pour vous. C'était rassurant. Puis même quand vous sortiez, en fait, parce que chez vous, vous êtes parfaitement autonome parce que vous connaissez votre environnement. Mais dès que vous êtes dans l'extérieur, dans un environnement qui est pas fait. Je ne peux pas sortir toute seule, oui. C'est à ce point-là. Vous ne pouvez pas... je ne peux pas sortir toute... Enfin, si, dehors, chez moi, il n'y a pas de problème. Mais dans la rue, non. Je ne peux pas. Ah oui, donc ça renforce votre solitude, votre isolement. Oui, je pense que le décès de mon mari a accentué mon problème que j'avais aux yeux, quoi. Ça n'a rien arrangé. Ça n'a rien arrangé. Donc, disons que c'est très dur, là. Surtout les soirs, c'est pour ça que je me suis décidée à vous appeler. Je vous écoute tous les soirs, depuis qu'il est décédé. Je vous appelle. Voilà. Oui, c'est un rendez-vous que vous avez pris. Oui, je me demande aussi, quand mon mari est décédé, pour l'enterrement, on nous avait demandé de choisir, vous voyez, des musiques qu'il aimait, quoi, des chansons qu'il aimait pour l'accompagner. Et mon mari était vraiment fan d'Edith Piaf, donc nous avions choisi avec mes enfants 3 chansons, La vie en rose, L'hymne à l'amour, Ne regrette rien. Oui. Et j'ai ce CD là que mon fils m'a gravé. Et alors, quand ça me prend le soir, il faut absolument, quelque chose me pousse à le réécouter, tout en sachant que je vais encore m'effondrer, quoi. C'est qu'à de le dire.
Alors, je sais pas. Je me demande si c'est normal ou je sais pas. Oui, mais vous avez besoin de le. Oui, de c'est ce que tout le monde me l'entendre. dit. C'est peut-être un besoin, oui. C'est un besoin. Et vous écoutiez quand il était là, vous écoutiez ces chansons avec lui, puisque vous dites qu'il aimait beaucoup Piaf, donc lui-même les écoutait. Oui. Et puis quand il les entendait à la radio, par là ou à la télévision, des émissions, c'est vrai qu'il fredonnait quelquefois tout ça. Donc ça me voilà. Oui, mais en même temps, c'est une façon d'être relié à lui. Même si évidemment ça vous plonge dans une grande tristesse parce qu'il n'est plus à vos côtés, mais en même temps c'est un moment où vous êtes vraiment, vous vous sentez très très proche de lui. En communion avec lui. Voilà. Mais donc, c'est vrai, oui. Donc c'est tout en sachant qu'après c'est vrai que une fois que j'ai bien pleuré en écoutant ces chansons là, je suis soulagée, quoi. Mais parce que pleurer soulage et console aussi. Il y a le temps des larmes dans un deuil. Ben oui. Puis je me dis qu'il n'y a pas longtemps, ça fait pas 2 mois. Mais exactement, c'est très très récent mais pour moi, ça me fait l'effet qu'il y a énormément de temps, qu'il y a 6 mois, 1 an. C'est l'effet que ça me fait. Oui, mais vous savez, beaucoup de personnes réagissent comme vous, vraiment, parce que c'est pas tant dans les premiers temps. Dans les premiers temps, on est un peu sidéré. Voilà, tout on a du mal à intégrer les choses. Les formalités à remplir. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Et que là, maintenant, je me retrouve, disons, dans la vie quotidienne. Oui. Et là, vraiment... confronté à la réalité de l'absence. Tout à fait. Donc là, le manque se fait particulièrement sentir parce que, comme vous dites, dans les premiers temps, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler matériellement. Alors, ça paraît, c'est pénible, on n'a pas envie de faire ça, mais en même temps, ça occupe. Mais ça occupe l'esprit. Ça fait diversion. Ça fait diversion. Ça fait diversion à la peine. Mais à un moment, la peine, malheureusement, la tristesse, on peut pas en faire l'économie. Et quand vous parlez de ces moments où vous avez besoin d'écouter ces chansons de Piaf, parce que votre mari l'aimait beaucoup et l'écoutait, et vous vous dites en même temps ça vous fait pleurer, mais je veux dire c'est aussi on peut pas faire l'économie de ces traversées, de ces moments comme ça de tristesse, de gris, de blues. Voyez, parce qu'il y en a qui faut que la peine elle puisse s'exprimer, s'écouler. Certaines personnes m'ont dit il faut pas l'écouter, et d'autres m'ont dit si, il faut pas se retenir, il faut l'écouter. Voilà, si vous l'écoutiez tout le temps. Ah non. Vous voyez, si vous étiez toute la journée dans quelque chose, dans votre chagrin, là je vous dirais, c'est important on peut pas être toujours, quelle que soit la tristesse qui nous submerge. On a besoin, notre corps et notre psychisme, à un moment, de les mettre un peu au repos. Enfin, on peut pas toujours être dans le chagrin. Non. Mais là, c'est des moments que vous vous accordez, dont vous avez besoin. Il y a 8 de jours que je l'ai pas fait, mais il y a des moments, et c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Oui, mais vous ressentez le besoin. Oui. Mais comme de pouvoir en parler, c'est important aussi de pouvoir parler de la personne qui n'est plus là. Et c'est important. Ça fait partie aussi de ce processus. Mais vous voyez, au début, maintenant encore, j'ai des voisins qui sont formidables, il n'y a pas de problème. Je suis entourée quand même, je suis pas toute seule. C'est important. J'ai 3 enfants, il n'y a pas de problème, j'ai des petits-enfants, je suis très entourée. Mais bon, chacun a sa vie, ils ne peuvent pas être toujours là non plus. Mais vous savez qu'ils sont, même quand ils ne sont pas là tout le temps physiquement, vous vous sentez relié à eux aussi. Vous pensez à eux et vous savez qu'ils pensent à vous. Tout à fait, c'est important. Oui, tout à fait. Et puis ils vont aider aussi pour les formalités, parce que malheureusement je peux pas trop me débrouiller toute seule. Oui, c'est ce qui est embêtant, parce que c'est par rapport après au sentiment d'isolement et de solitude que vous pouvez ressentir. Ça serait important de voir comment vous pourriez être accompagné. Il n'y a pas une antenne de l'association Valentin AUI là où vous êtes? Comment vous dites? Valentin AUI, enfin je prononce peut-être pas bien, mais c'est HAUY tréma. Ça me dit rien. Vous savez, qui s'occupe des personnes soit aveugles, soit malvoyantes. Enfin, vous pourriez trouver... Mes enfants là sont occupés pour des associations aussi pour avoir de l'aide. Puis éventuellement pour que de temps en temps on vienne me voir. Et ils vont s'occuper aussi, comme vous dites, mais je sais pas si c'est ce nom-là, mais c'est pareil l'association pour malvoyants, non-voyants, pour être moins isolés,
c'est le problème. Oui, je pense que c'est important. Mais là aussi, en contactant les associations type Valentin Huy, vous pourriez, il y a beaucoup d'aides. Ils pourraient s'occuper aussi des formalités, vous aider, et puis vous proposer des choses, très concrètes pour vous permettre de sortir un peu de la solitude. Ils proposent même des sorties, des activités, des choses comme ça. Ça serait important. Oui. Ah oui, parce que j'aimerais bien, à la limite, rencontrer des gens dans ma situation, quoi. Ou même, Mais peut-être qu'on pourra regarder, si vous nous dites, là vous n'allez pas le dire à l'antenne, mais hors antenne, la région où vous êtes, on peut faire une petite recherche par Internet, voir s'il y a une association de ce type. Je veux bien, ça serait très gentil. Parce qu'on pourra regarder de façon à ce que vous puissiez vous mettre en contact avec eux. Oui. Mais comme vous disiez tout à l'heure d'en parler, il arrive un moment où beaucoup de voisins sont venus, viennent encore, mais quand il faut recommencer à raconter tout, comment il est décédé, et tout, c'est très pénible. Ça devient pénible même. Oui, mais ça, vous avez, attendez, c'est important. Il ne faut pas parler de ce qui vous est pénible. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire aux voisins ou aux personnes qui viennent, ça m'est douloureux d'en parler. Je préfère ne pas en parler. Oui, mais on a peur de vexer, vous savez bien. Ah non, mais là, la priorité, c'est vous. Oui. La priorité, c'est pas que les gens aient le détail, le contenu du pourquoi et du comment. D'ailleurs, souvent, les personnes ne savent pas très bien comment faire. Elles vous posent des questions parce qu'elles s'intéressent à vous. Mais si elles savaient qu'en fait, ça vous fait mal, c'est pas ce qu'elles veulent. Donc, vous ne les vexeriez pas si vous disiez, tout un chacun, ou alors faut être un imbécile, peut comprendre que si vous dites c'est douloureux pour moi d'en parler, on ne peut que respecter ça. Parce que en parler, ça peut être aussi parler de la personne, se remémorer des souvenirs, des petites anecdotes, des choses. C'est important de pouvoir continuer à parler de la personne qui n'est plus là, certes, mais que l'on continue à porter en soi. D'accord, mais pas sur le sujet, comment il est décédé, comment ça s'est passé, la maladie. Non, c'est bon, vous le savez. Oui, non, après, ça devient ressasser des choses qui sont douloureuses. Mais les gens pensent bien faire, ça part d'un bon esprit. Oui, mais justement, c'est important de pouvoir dire à un moment que pour vous, ça vous fait du mal. Et dans ces cas-là, vous dire, je peux en parler, mais pas revenir sur ces derniers moments, c'est trop douloureux. Ah oui, non. Voilà. Il ne s'agit pas de satisfaire une curiosité. Vous en parlez. Les gens viennent vers vous pour vous soutenir, pas pour vous rendre plus malheureuse. C'est pas par, voyeurisme, c'est pas ça. Non, mais donc du coup, c'est important. Là, c'est pas que, vous voyez, on est au-delà de la politesse, de ce qui se fait, qui se fait pas. Vous êtes dans le deuil, dans la tristesse, et donc il faut pas aller au-delà de ce qui vous est possible, et en tout cas ce qui vous fait mal, vous le laissez de côté. Oui, d'accord. Mais écoutez, je suis contente de vous avoir parlé. Mais moi aussi, ça me fait du bien. Tant mieux, Marie-Claude. Mais ne raccrochez pas, on va chercher, hors antenne, vous allez pouvoir dire où vous vous trouvez, dans quelle ville, et du coup on va faire une petite recherche internet pour voir s'il y a une association Valentin Huy dans votre ville. D'accord. Je vous remercie, Je vous embrasse, Marie-Claude. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Et merci beaucoup à Soleil Levant, à Dany, à Jane, des fidèles auditeurs d'Europe 1 qui m'ont communiqué la date de l'émission des experts d'Elena Morna sur la relation mère-fils. Ça a eu lieu le 27 février dernier. Voilà, donc 27 février dernier, vous pouvez donc podcaster, c'est pour Céline, et pour tous ceux que ça intéresse sur la relation mère-fils. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, vous allez bien ? Tout doux. Bon. Alors, vous voulez revenir sur le témoignage de Céline, justement, parce que vous vous retrouvez un peu dans la position de son fils. Voilà.
Exactement. Bon, c'était un petit peu comme ça parce que ma maman me posait de temps en temps des questions. Elle me disait mais qu'est-ce que tu feras quand on sera plus vieux, est-ce que tu nous mettras en maison de retraite et tout ça. Et moi, voilà, je voulais pas m'entendre parler. Et est-ce que tu t'occuperas de nous si on est malade et tout ça. Et puis moi, au fond de moi, ça m'angoissait tellement que je l'envoyais promener. J'étais désagréable avec elle alors que c'est pas mon tempérament, que je suis pas du tout comme ça. Et après, je m'en voulais de les avoir envoyés promener comme ça, d'être désagréable avec eux, qui eux avaient besoin de se sentir en sécurité. Et puis moi, de mon côté, ça m'angoissait et je voulais pas en entendre parler. Oui, mais oui. Voilà, je voulais pas. Oui, donc vous réagissiez à leur angoisse par aussi de l'angoisse et de l'agressivité. Et de l'agressivité. Après, bon, je m'en voulais, j'allais lui acheter des fleurs, je lui portais des bonbons, je les gâtais tout ce que je pouvais parce que je m'en voulais de leur avoir fait mal, parce que ma maman arrivait à en pleurer et tout. Oui, et mais puis... ça joue sur la culpabilité. Vous en vouliez de leur avoir fait mal, mais il y a aussi c'est un peu ce poison de la culpabilité. Quand on sera vieux, quand on sera âgé, tu t'occuperas de nous. Normalement, c'est pas quelque chose qui se demande, ça va de soi. Quand on a, enfin, je veux dire, c'est s'occuper de ses parents quand à un moment ils ne sont plus en état de le faire. Vous voyez, c'est comment ne pas le faire. Voilà, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que bon, c'est vrai qu'ils étaient angoissés aussi parce qu'ils étaient âgés. Ma maman m'a eu, elle avait 46 ans, mon papa avait déjà 53 ans. Ah et oui. C'est vrai. Oui. Voilà, ils étaient un petit peu âgés et. Par la suite, quand ils sont tombés malades, quand ma maman est tombée malade, je me suis occupée d'elle. Et vous êtes fille unique ? Oui. D'accord. Et oui, donc. Mais c'est ça aussi, c'est important. Je suis fille unique, mais après j'ai des demi-frères, demi-sœurs, mais bon, c'est un peu compliqué chez moi. Voilà. Mais enfin, bon, toute seule avec mes parents, voilà. Oui, ça reposait beaucoup sur vous. Ah, toute seule. Personne ne s'est occupé ni de l'un ni de l'autre. Voilà, j'ai jamais été soutenue, personne n'est venu me dire, mais écoute, prends une journée, va te reposer, jamais. Oui, voilà. Donc c'était un peu lourd pour vous, parce que parfois, quand les parents, d'une certaine façon, il y a certains parents qui s'arrangent un peu pour peser sur la vie de leurs enfants, c'est culpabilisant parce que ça peut être au détriment de la vie de leurs enfants. Oui, tout à fait. Qui ont aussi leur vie à construire, hein, voilà. C'est-à-dire. Tout à fait, ça a été très compliqué pour moi, très très compliqué. Voilà, ça a été des situations très difficiles. Et puis, c'est vrai que le moment venu, je me suis occupée d'eux. Ma maman, malheureusement, est décédée en 8 jours. On l'a opérée le 26 janvier, elle est décédée le 2 février de la semaine d'après. Ça a été terrible pour moi. Je me suis retrouvée avec mon papa qui était handicapé. J'ai arrêté mon travail, je me suis occupée de lui. Les médecins, tout le monde m'a raisonné un petit peu pour me dire de le mettre en maison de retraite pour moi continuer à travailler et tout. Puis voilà, pour moi c'était, je venais de perdre ma maman et je perdais en même temps mon papa, mais j'ai pas pu. Voilà, je l'ai mis le mardi après-midi en maison de retraite et le mercredi matin, je suis partie le rechercher, quoi. Voilà, et j'ai arrêté mon travail et je me suis occupée de lui pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, j'étais nuit et jour debout. Voilà. Et vous avez même arrêté votre travail ? Ah oui, j'ai arrêté mon travail. Ouais. Ça a été très très dur puisque je suis fleuriste de métier. Je sais que vous m'envoyez des bouquets magnifiques à chaque fois, chérie. Oui. Et oui, mais c'est parfois compliqué quand c'est au détriment de sa propre vie. Alors en même temps, s'occuper, on bascule dans le. C'est complètement immoral de laisser comme ça des personnes qui, elles, se sont occupées de nous et de ne pas être présents pour eux. Mais y sacrifier complètement toute sa vie, c'est problématique aussi. C'est un petit peu ce que je fais, mais comme je disais à votre collaboratrice, mais je regrette rien de ce que j'ai fait. Voilà, absolument pas. Je le ferai peut-être d'une autre manière parce que voilà, tout ce que j'ai passé, certaines choses je les éviterai. Et puis j'ai mûri, je suis plus âgée aussi, c'est plus du tout pareil. On voit pas les choses de la même façon quand on a 28, 30 ans, quand on a 60 ans, voilà, c'est tout à fait différent. Oui. Et vous savez très bien vous occuper des autres parce qu'aujourd'hui vous avez, je sais, beaucoup de neveux et nièces, beaucoup d'animaux. Enfin, c'est vraiment une belle arche de Noé chez vous. Merci beaucoup, Catherine, de m'avoir appelée. J'étais ravie de parler avec vous et prenez soin de vous. Alors aussi maintenant. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.